C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, les 30 ans de prison requis contre Blaise Compaoré dans le procès de l'assassinat de Thomas Sankara. Selon le parquet militaire, l'ancien président du Burkina Faso était le donneur d'ordre. Le compte-rendu d'audience avec notre correspondant Kalidoussi dans un instant. Les Lions de la Teranga, décorés de la plus haute distinction du pays, l'Ordre national du Lion leur a été remis lors d'une cérémonie présidée par le chef de l'État, Macky Sall. Leur victoire en Coupe d'Afrique des Nations les a élevés au rang de héros. Nous irons à Dakar dans cette édition. Il s'appelle Jides Chalamanda, il a 92 ans, cet homme originaire du Malawi est devenu une véritable star sur TikTok grâce à un morceau devenu viral. On vous racontera son histoire à la fin de ce journal. C'est lui qui avait intérêt à ce que le coup réussisse. Lui, c'est Blaise Compaoré, l'ancien président burkinabé, absent au procès. Et la phrase a été prononcée par le parquet militaire lors des réquisitoires dans le procès de l'assassinat de Thomas Sankara. Le parquet militaire qui a requis 30 ans de prison contre Blaise Compaoré. Compte rendu d'audience avec notre correspondant à Ouagadougou, Kalidoussi. 30 ans de prison ferme contre Blaise Compaoré et Hassan Kafando, 20 ans de prison ferme contre Gilbert Diendéré. Ce sont les peines requises par le parquet militaire de Ouagadougou dans le procès des assassins présumés de l'ex-président burkinabé Thomas Sankara, tué avec 12 de ses compagnons. Le réquisitoire avait commencé par un rappel chronologique des événements de ce fameux 15 octobre 1987, date du coup d'État. Rappelons que depuis le premier jour du procès, le 11 octobre dernier, seuls 12 des 14 accusés sont présents, dont le général Gilbert Diendéré, 61 ans, un des principaux chefs de l'armée lors du putsch de 1987. Il est incarcéré à la maison d'arrêt et de correction des armées Lamaka depuis 6 ans, car déjà condamné à 20 ans de prison pour son putsch manqué de 2015. Le principal accusé, l'ancien président Blaise Compaoré, arrivé au pouvoir par ce putsch, ne s'est jamais présenté au procès. Ses avocats avaient dénoncé un simulacre de procès devant un tribunal d'exception. Soupçonné d'avoir été le commanditaire de l'assassinat de Sankara, ce qu'il a toujours nié, il a été chassé du pouvoir en 2014 par la rue et vit depuis en exil en Côte d'Ivoire. Ses chefs d'inculpation sont la complicité d'assassinat, le recel de cadavres et l'attentat à la sûreté de l'État. Autre grand absent, l'adjudant-chef Hyacinthe Kafando, ancien commandant de la garde de Compaoré, en fuite depuis 2016 et qui est soupçonné d'avoir mené le commando ayant assassiné Thomas Sankara et ses compagnons. L'audience a été suspendue pour permettre aux avocats de la défense de préparer leur plaidoirie, reprise prévue le 1er mars prochain. Les festivités se poursuivent au Sénégal après la victoire des Lions de la Teranga en Coupe d'Afrique des Nations. Ce mardi, les joueurs et membres de l'encadrement ont été décorés par le président de la plus haute distinction de la nation. Ils ont aussi reçu l'équivalent de 75 000 € et 2 terrains chacun, un à Dakar et un autre à Diamniadio, la nouvelle ville à une trentaine de kilomètres de Dakar. Nos correspondants Eliman Dao et Sarah Sako ont assisté à la cérémonie. Écoutez. C'est sous les hurrahs du public que chaque joueur a été décoré par le président sénégalais Macky Sall. Ils ont reçu l'Ordre national du Lion, qui est la plus haute distinction sénégalaise. La cérémonie, qui a duré près de 2 heures, s'est tenue devant le palais présidentiel, sur l'avenue Léopold Sédar Senghor, pour permettre justement au public de participer. Le Sénégal a donc une fois de plus honoré ses champions qui lui ont ramené la Coupe d'Afrique des Nations pour la première fois depuis 60 ans. Bravo, cher Lion. Ce trophée, nous le tenons aussi grâce à coach Aliou Cissé. Merci, El Tactico, d'avoir mené à bon port les troupes pour nous ramener le premier trophée continental de football de notre histoire. Les Lions vont désormais pouvoir retourner dans leurs clubs respectifs avec un objectif en tête en ce qui concerne la sélection nationale, la qualification pour la prochaine Coupe du Monde qui se tiendra en décembre prochain. La Coupe d'Afrique des Nations, c'est évidemment du sport et de la joie, surtout lors des victoires, mais les compétitions ont aussi leur lot de polémiques. C'est le cas au Gabon et la question qui fâche concerne l'entretien des stades et des infrastructures construites spécialement pour ce genre d'événement.
Certains stades conçus pour accueillir des rencontres de la CAN 2012 et 2017 sont aujourd'hui dans un état déplorable. Ces investissements avaient coûté au Trésor public gabonais plus d'1 milliard d'euros. Reportage de nos correspondants à Libreville, Tony Menga, Ismaël Obiang et Luc Armel Ngouo. Des équipements abîmés, des bus ayant servi lors de la CAN 2017 abandonnés dans la broussaille. Depuis 4 ans, le stade de l'amitié sino-gabonaise de Libreville se dégrade. C'était tout beau à voir. Regardez à quoi ça ressemble aujourd'hui. Dans l'enceinte ce jour-là, Berlek Lekobat n'en croit pas ses yeux. Le journaliste sportif n'avait pas remis les pieds dans ce stade de 40 000 places depuis la Coupe d'Afrique des Nations de 2017. Un stade sorti de terre voilà 10 ans, censé être une infrastructure sportive majeure pour les Gabonais. Il servait il y a quelques mois encore de centre de test Covid. C'est un peu la tristesse parce que c'était un endroit qui inspirait une certaine fierté. Il y avait là des journalistes du monde entier. Et quand ils étaient là, le Gabon était valorisé. Et aujourd'hui, quand je reviens, quand je vois ça, c'est triste. Des stades délaissés comme l'une des plus grandes et des plus anciennes enceintes du pays, situées quelques kilomètres plus loin. Les travaux de rénovation du stade Omar Bongo n'ont jamais vu le jour. Pourtant, l'État gabonais y avait investi près de 100 milliards de francs CFA, soit 154 millions d'euros. Des installations en vétustes et une pelouse érodée que ces jeunes du quartier sont désormais les seuls à utiliser. Depuis 2 ans, le championnat national est à l'arrêt, comme l'entretien du stade. Un drame pour Ulrich Kessani, ancien capitaine de l'équipe gabonaise. Selon lui, l'organisation d'une compétition comme la CAN aurait dû booster le football gabonais. Lorsqu'on a quelque chose d'historique comme ça, on doit pouvoir se battre pour le réhabiliter parce que c'est l'histoire de plusieurs générations. C'est l'histoire du Gabon, c'est l'histoire du football gabonais. Quelle est la logique aujourd'hui de construire des infrastructures pour qui ne servent pas à nos compétitions domestiques? C'est une problématique, je pense que le ministre des Sports devrait en répondre. Entre 2012 et 2017, le Gabon a dépensé plus de 700 milliards de francs CFA, soit 1,66 milliard d'euros pour l'organisation de 2 Coupes d'Afrique. Des dépenses qui ont pesé lourd sur le contribuable et qui sont toujours décriées par les opposants au régime en place. Sollicité, le ministre gabonais des Sports n'a pas donné suite à nos demandes. Et ce soir, on fait le point sur la vaccination contre le paludisme. Le vaccin continue de faire ses preuves. Au Kenya, par exemple, plus de 100 000 enfants ont été vaccinés depuis le lancement d'un programme pilote en 2019. Le nombre d'infections et de cas graves ne cesse de chuter. Laurent Berstecher. Lucie Akini se rendait à l'hôpital 3 fois par mois pour soigner les crises de paludisme de ses enfants. Et lorsqu'on lui a proposé de les faire vacciner contre la maladie, la jeune Kenyane n'a pas hésité. Depuis, tous les tests sont revenus négatifs, de quoi convaincre sa sœur de lui emboîter le pas. Depuis que les enfants de Lucie ont été vaccinés, ils n'ont plus le paludisme. Donc j'ai décidé d'amener mon fils pour qu'il soit protégé lui aussi. Lancé en 2019 au Kenya, le programme pilote du vaccin contre le paludisme commence à porter ses fruits. Le personnel soignant dit avoir constaté une baisse des infections et des cas graves depuis le début de la campagne. Nous avons observé une réduction des cas de paludisme. Même chez les enfants qui contractent la maladie, les cas sont moins graves. Grand spécialiste de la recherche sur le paludisme, le docteur Simon Kariuki assure que le vaccin ne présente pas de danger pour la santé et qu'il pourrait permettre de réduire les cas d'environ 40% dans les zones à risque. Un outil révolutionnaire pour lutter contre la maladie, mais aussi contre la pauvreté. Les familles n'auront plus besoin de dépenser de l'argent pour aller à l'hôpital, pour acheter des médicaments ou même pour enterrer leurs enfants. Le paludisme reste l'une des maladies les plus meurtrières au monde et tue plus de 600 000 personnes chaque année, la majorité en Afrique subsaharienne. Ce 8 février 2022 marque le 10e mois de captivité du journaliste Olivier Dubois, otage au Mali. Au nom de la liberté de la presse, en soutien à sa famille, à ses proches, nous aurons chaque mois une pensée pour lui jusqu'à sa libération. Je vous propose de faire le point sur la situation avec notre correspondante au Mali, Anne-Fleur Lespio. Nous n'avons pas d'éléments nouveaux concernant sa détention. Rien depuis cette vidéo de 21 secondes publiée sur les réseaux sociaux un mois après son enlèvement à Gao, le 8 avril 2021. Une vidéo qui fait office aujourd'hui d'unique
Preuve de vie, où Olivier explique être retenu par des membres de la branche sahélienne d'Al-Qaïda, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, un groupe qui, on le sait, est responsable de la majorité des enlèvements au Mali. Dans cette vidéo, Olivier Dubois appelle les autorités françaises à se mobiliser pour sa libération. Alors concernant cette mobilisation, il est difficile d'avoir des détails sur ce sujet sensible, dont le travail se fait, on le sait, dans la discrétion. Difficile également de savoir si la France et le Mali collaborent sur le dossier d'Olivier Dubois. Côté français, le gouvernement a récemment rappelé que la France n'oubliait pas le journaliste français. Côté malien, au mois d'octobre, le Premier ministre malien Choguel Maïga répondait dans une interview accordée au journal Le Monde que des discussions étaient en cours et que le gouvernement malien était très investi. Le chef du gouvernement avait alors rappelé que des libérations successives en octobre et en novembre 2021 avaient eu lieu, à savoir 3 otages chinois, une otage colombienne, Sœur Gloria, ou encore le rappeur malien Dr Keb, des libérations qui sont un signe encourageant, notamment pour ses proches, ici à Bamako. Vous l'avez dit, cela fait maintenant plus de 300 jours, soit bientôt 1 an qu'Olivier est retenu en tant qu'otage. Sa compagne, ici à Bamako, a demandé à la France qu'il n'y ait pas d'opération militaire pour le libérer. De leur côté, les autorités maliennes lui ont assuré que le cas d'Olivier ne serait ni impacté par le contexte actuel, ni par la crise multiple que traverse le Mali, mais une fois de plus, difficile de confirmer ou même d'en savoir plus aujourd'hui. Allez, avant de se quitter, je vous emmène au Malawi à la rencontre de Jides Chalamanda. Cet homme de 92 ans est devenu une star sur la plateforme en ligne TikTok avec un titre vu plus de 80 millions de fois. De l'Afrique du Sud aux Philippines, son titre acoustique est entraînant. Lini Hu a été réinterprété et remixé des dizaines de fois. Laurent Verstecher. Jides Chalamanda n'est pas sur les réseaux sociaux et ne possède même pas de téléphone portable. Mais sur TikTok, ce Malawite de 92 ans est une véritable star. Sa chanson Lini Hu a été visionnée plus de 80 millions de fois sur la plateforme, une notoriété tardive dont ce musicien aux 70 ans de carrière apprécie chaque instant. Quand je chante, ça divertit les gens. Ils sont heureux, ils dansent. Et ça me rend fier. En automne 2020, Jides Chalamanda enregistre une version reggae de sa chanson Lini Hu, écrite 20 ans plus tôt en hommage à sa fille. Le succès est immédiat sur YouTube, mais surtout sur TikTok, où la reprise devient virale et fait le tour du monde. Depuis, Jides ne peut plus sortir sans être reconnu par des hordes de jeunes fans, inspirés par l'énergie et la sagesse du nonagénaire. J'aime sa musique parce que c'est un ancien, il sait beaucoup de choses sur la vie. Il partage ses expériences et il fait passer des messages sensibles dans ses chansons. Depuis quelques mois, les demandes de concerts s'enchaînent pour Jides et l'artiste a même été invité à dîner par le président du Malawi. Mais à ce jour, Jides Chalamanda ne touche aucun droit d'auteur pour ses vidéos aux millions de vues sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous dans quelques instants, la suite de Paris Direct avec Audrey Racine.